Comment choisir un bon ordinateur? Quelques conseils. Alors nous nous retrouvons devant notre machine pour que je vous explique un peu comment vous pouvez faire le bon choix, en fait un choix normal pour pouvoir avoir une machine aussi puissante selon le domaine informatique dans lequel vous évoluez. Donc il y a trois critères primordiaux qu'on peut appeler les critères essentiels pour choisir un bon PC. Le premier critère, c'est la fréquence du microprocesseur qui s'exprime en Hertz, en gigahertz de nos jours. Parce qu'auparavant, nous avions même des processeurs. Les premiers processeurs que les gens utilisaient, c'était les processeurs qui s'exprimaient même en kilohertz. Mais de nos jours, nous avons évolué jusqu'au mégahertz, gigahertz même. Aujourd'hui, nous exprimons des processeurs, la fréquence du processeur en gigahertz. Donc, quand vous avez un processeur de 1 gigahertz, c'est comme ça qu'on écrit, cela veut tout simplement dire que ce processeur est capable d'exécuter 1 milliard, donc 1 milliard, est capable d'exécuter 1 milliard d'opérations, 1 milliard d'opérations par seconde. J'espère que vous voyez mieux. Tout simplement pour vous expliquer qu'un processeur de 1 GHz est capable d'exécuter 1 milliard d'opérations par seconde. Donc, si vous avez un processeur comme ça qui est capable d'exécuter 1 milliard d'opérations par seconde, si 1 GHz correspond à 1 milliard d'opérations par seconde, ça veut dire que si votre processeur, si vous êtes encore dans les anciennes machines, dans les processeurs Pentium 3, Pentium 4, qui avaient des processeurs de peut-être disons 900 MHz. Si vous avez un processeur de 900 MHz, comment on fait le calcul? Sachant que 1 kHz correspond à 1000 Hz. Comment trouver le nombre d'opérations par seconde que peut exécuter votre processeur de 900 MHz? Sachant donc que 1 kHz est égal à 1000 Hz, cela veut dire que 1 MHz correspond, 1 MHz, je vais y arriver, correspond à 1000 kHz. Donc, pour 100 MHz, nous avons combien? 100 000. Désolé, 100 000. Pour 100 MHz, nous avons 100 000 kHz. Par conséquent, pour 900 MHz, nous avons 900 MHz, c'est 900 000 kHz. Sachant donc que 1 kHz est égal à 1000 Hz. Pour retrouver ça en Hz, nous dirons que c'est égal à 900 millions de Hz. 900 millions. Pour mieux voir. 900 millions de Hz. Donc, ça veut dire que votre microprocesseur est capable d'exécuter 900 millions d'opérations en une seule seconde. Mais est-ce que cela est suffisant? Exécuter 900 millions d'opérations en une seule seconde. Il faut aussi voir le critère du logiciel que vous installez dans la machine. Par exemple, pour pouvoir voir le travail que le microprocesseur exécute, vous allez au niveau de la barre des tâches, vous faites un clic droit, vous allez au niveau de gestionnaire des tâches. Lorsque la fenêtre du gestionnaire des tâches s'ouvre comme ça, vous devez bien vous rassurer que vous êtes au niveau des processus.
Si vous n'êtes pas au niveau des processus, vous allez cliquer sur processus. Si vous utilisez Windows 10 et que ça n'apparaît pas comme ça, vous allez juste, il y a souvent un petit bouton là, plus de détails. Vous allez cliquer sur plus de détails. Donc, je peux aller à moins de détails ou alors plus de détails, ainsi de suite. Donc, essayons un peu de voir quelle est la capacité qu'un logiciel, par exemple, comme VLC Media Player utilise. Lorsque le processeur, en fait, le nombre, l'espace qu'utilise un logiciel comme VLC Media Player, lorsque nous lançons une vidéo, par exemple, je vais prendre une vidéo quelconque là et puis je vais ouvrir avec VLC pour essayer de voir. Donc, lorsque le VLC est lancé, vous voyez directement qu'ici, au niveau du gestionnaire de tâches, vous avez la tâche VLC 32 bits qui s'est exécutée. Et regardez à ce niveau, vous allez voir le processeur. VLC utilise le processeur à 33%. Vous voyez, ça varie 33, 29, 23, ainsi de suite. Donc, en fait, ça, c'est l'utilisation globale. Mais regardez au niveau de VLC, il utilise 5,7%. Ça varie 5,7 en montant. Et en mémoire, il utilise 94,8 mégaoctets. Et dans le disque, bon, cela n'est pas important, hein, le disque et réseau là. Mais voilà les caractéristiques qui nous intéressent ici. Ce que un logiciel comme VLC Media Player utilise lorsque vous lancez une vidéo. Donc, il utilise le processeur ça varie entre 4%, 4, quelque chose de 3, vous voyez, cela varie. Mais, essayons un peu de fermer VLC. Pour pouvoir voir les caractéristiques de votre machine, vous devez aller au niveau du poste de travail. Vous faites un clic droit et vous faites cliquer sur propriétés. Lorsque vous avez les propriétés de votre machine comme ça, vous allez voir le processeur. Le processeur, voici sa capacité. Le processeur que moi j'utilise est de 1,44 GHz. 1,44 GHz. En revenant ici, nous dirons que 1,44, je vais faire un nouveau fichier pour que vous puissiez mieux voir. 1,44 GHz, c'est 1,44 milliards. Milliards, vous comprenez ce que je veux dire? Milliards d'opérations en une seconde. Mais, faites une petite différence là. Parce que le processeur que j'exécute dans ma machine, ce n'est pas un processeur, ce n'est pas un seul processeur. Ma machine utilise 3 processeurs. Pour mieux le voir, lorsque vous avez les propriétés comme ça, vous allez sur le gestionnaire de périphériques, cliquez là. Vous attendez un peu, hein. Vous cherchez processeur, vous allez dérouler processeur là. Et là, vous verrez que votre machine utilise vous verrez vraiment le nombre de processeurs utilisés par votre machine. Donc, dans ma machine, j'ai 4 processeurs et un processeur central qui commande ces 4 processeurs là. Donc, cette tâche là, cette tâche utilisée que nous avons vu ici dans le gestionnaire des tâches, ces tâches sont réparties par processeur parce qu'il y a un processeur central qui répartit cet ensemble de tâches. Je vais vous donner une autre méthode pour pouvoir voir ça. Vous allez rechercher l'invite de commande, vous tapez CMD, vous exécutez l'invite de commande et lorsque la fenêtre d'invite de commande s'ouvre comme ça, vous tapez DXDIAG, donc DXDIAG. Vous tapez Entrée et vous acceptez Oui pour avoir le diagnostic de votre machine par DirectX. Vous attendez un peu, hein. Moi, j'ai une machine qui a une faible RAM, donc il faut attendre, il faut souffrir d'attendre un peu. Nous attendons DXDIAG. Ok. Vous attendez, DXDIAG est en train de faire le chargement, mais déjà nous avons un ensemble d'informations que DXDIAG nous envoie là. Nous avons la date, l'heure du jour, le nom de l'ordinateur, le système d'exploitation Windows 10 famille 64 bits. Nous avons la langue, ainsi de suite. Bon,
qu'est-ce qui nous intéresse là? Ce sont les informations telles que la mémoire. Vous avez la mémoire 2048 mégabits et ici vous avez le processeur. Vous pouvez aussi voir les paramètres d'affichage. Vous avez le nom de votre carte graphique, le fabricant et la taille de la mémoire virtuelle RAM, donc la VRAM. Vous avez aussi le son, les entrées, ainsi de suite. Donc c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez aussi avoir les caractéristiques de votre machine à partir de l'invite de commande. Alors revenons alors sur nos explications. Ce que je disais, c'est que les trois caractéristiques premières que vous devez regarder dans une machine, c'est le processeur, la mémoire et le disque dur. Actuellement, nous avons parlé beaucoup plus du processeur. Maintenant, il est aussi question de parler de la mémoire, la RAM, la mémoire qui est cet espace de stockage là qui stocke temporairement les programmes en cours d'exécution, donc les processus. Donc c'est la RAM qui permet de stocker les opérations en cours d'exécution. Pour donc voir la RAM de votre machine, vous allez toujours faire la même chose. Clic poste de travail, clic droit, propriété. La RAM installée ici c'est 2 Go. Comment donc est répartie cette mémoire lorsque vous exécutez les programmes? Même si votre processeur est un processeur de 3 GHz et que vous avez une RAM d'1 Go, sachez que vos opérations, votre machine ne peut pas être rapide. Parce que certains peuvent penser que le critère du processeur suffit pour pouvoir dire que la machine elle est puissante ou elle n'est pas puissante. Donc aujourd'hui, je vous dis que il est nécessaire de choisir une machine qui a déjà un bon microprocesseur, une bonne RAM et un bon disque dur. Veuillons encore entrer dans le gestionnaire de tâches là et nous attardons beaucoup plus sur la partie mémoire. Donc, les programmes en arrière-plan qui s'exécutent dans votre machine, ça ce sont tous les programmes qui sont en cours d'exécution. Si vous allez voir l'application, ce sont des programmes en cours d'exécution, des programmes que vous pouvez voir. Mais il y a aussi des processus en arrière-plan qui s'exécutent malgré les programmes que vous êtes en train d'exécuter. Vous-même, que vous êtes en train de voir, il y a des processus en arrière-plan qui s'exécutent dans la machine. Donc ici, nous voyons les processus en arrière-plan. Vous avez la Apache HTTP Server 32 bits et il utilise le processeur à 0% tout simplement parce que je ne suis pas en train d'utiliser un serveur dans ma machine à l'heure actuelle. Mais il utilise au moins la mémoire. Il utilise la mémoire à 0,5%. Bon, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit déjà, un processus, c'est un programme en exécution. Donc, comme il est en exécution, il est obligé d'utiliser une partie de la mémoire vive. C'est pour ça que vous voyez au niveau de la mémoire 0,5 MB et 0,6 MB que Apache HTTP Server utilise. Donc, si vous avez un processeur de 3 GHz, vous pouvez certes utiliser, ce processeur peut exécuter 3 milliards de tâches par seconde, mais si vous avez une RAM d'1 Go, sachez que même si le processeur peut exécuter 3 milliards de tâches par seconde, il n'a pas assez d'espace dans lequel il peut stocker les informations en cours d'exécution. Sachez tout d'abord que le processeur dont nous parlons là est constitué de deux parties très importantes. Nous avons l'unité de commande et de contrôle. Nous avons l'unité arithmétique et logique. C'est l'unité de commande et de contrôle qui gère les commandes et qui contrôle l'exécution que fait l'unité arithmétique et logique. Donc, l'unité arithmétique et logique est là pour effectuer des opérations arithmétiques et des opérations logiques. Là, nous entrons déjà un peu en programmation. Là, je pouvais vous montrer un peu quelles sont les opérations arithmétiques et logiques, mais cela n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de vous présenter, n'est-ce pas, les caractéristiques importantes pour une machine, mais j'en profite aussi pour vous faire quelques petites explications pour certains qui ne connaissaient pas déjà ces affaires-là. Donc, l'unité de commande et de contrôle est l'unité qui charge, n'est-ce pas, les informations en cours d'exécution dans la RAM. Maintenant, il va prendre ces instructions une à une pour donner à l'unité de commande, l'unité arithmétique et logique, pour que cette unité puisse
déjà effectuer les opérations arithmétiques et les opérations logiques. Parce que lorsque vous exécutez un logiciel, derrière ce logiciel se cachent plusieurs algorithmes dans lesquels il y a beaucoup de calculs à effectuer, beaucoup d'opérations arithmétiques et beaucoup d'opérations logiques. Et c'est l'unité arithmétique et logique qui effectue ces opérations. Ok. Revenons donc au niveau du disque dur. Nous avons parlé, n'est-ce pas, déjà de RAM et de processeur. Mais le disque dur, ce n'est pas un critère très important, mais il est important au niveau de la capacité de stockage de vos informations. Donc ici, moi j'ai un disque qui est même déjà rouge, un disque dur très petit, de très petite taille. Mais cela n'empêche pas ma machine d'avoir la fréquence et la rapidité qu'elle doit avoir. Donc le disque dur n'est que cette mémoire de masse là qui vous permet de stocker les informations de façon définitive. Donc lorsque vous avez des sons, des vidéos, des photos à sauvegarder, c'est le disque dur qui permet cette sauvegarde là. Passons maintenant aux caractéristiques, aux critères secondaires. Les critères secondaires dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, des ports, par exemple, que votre machine peut avoir. Nous avons des ports HDMI, nous avons des ports USB 3.0, USB 2.0. Donc, pour une machine qui a un port HDMI, cette machine est capable de faire des vidéoconférences, bon, je sais pas, des présentations avec PowerPoint plus facilement avec un cordon HDMI. Pour une machine qui a des ports USB 3.0, il est bien prouvé que les ports USB 3.0 ont un débit plus élevé que les ports USB 2.0 en termes de débit, en termes de transfert de données. Les autres caractéristiques dont je vais vous parler, c'est la carte graphique, la mémoire graphique qu'utilise votre ordinateur. Alors déjà, si vous vous lancez dans le domaine de l'infographie, sachez que le critère que vous devez regarder après avoir vu la RAM et le processeur, c'est la carte graphique, c'est la mémoire graphique. Pour connaître la mémoire graphique que votre ordinateur, dont dispose votre ordinateur, vous pouvez toujours aller dans CMD, taper DSDIAC tel que je vous ai montré. Mais il est aussi possible de le faire tout simplement sur le bureau. Là, vous faites un clic droit, vous cliquez sur paramètres d'affichage si vous exécutez Windows 10. Vous cliquez sur les paramètres d'affichage. Et là, lorsque vous avez les paramètres d'affichage, vous cliquez tout simplement sur afficher les propriétés de l'adaptateur. Et là, vous avez les propriétés de votre carte graphique. Donc, la mémoire graphique totale disponible ici chez moi, c'est 1106 mégaoctets, donc je suis presque à 1 gigaoctet de mémoire graphique. Vous avez la mémoire vidéo dédiée de 128 mégas. Et sachez déjà que si votre machine ne montre pas la mémoire vidéo dédiée, il est impossible pour vous d'exécuter certaines tâches avec des logiciels qui consomment beaucoup de mémoire graphique. Donc vous devez toujours vous rassurer que vous avez la mémoire vidéo dédiée. Et si vous n'avez pas la mémoire vidéo dédiée et que ici votre mémoire graphique totale a au moins une valeur là, une bonne valeur, et que la mémoire vidéo dédiée est non allouée, et je vais vous donner une autre vidéo pour pouvoir vous montrer comment le faire. D'accord. Ça, c'est pour les infographistes. Bon, disons que pour un secrétaire, quelqu'un qui veut faire tout simplement du secrétariat bureautique, s'il a une machine, le minimum pour un secrétaire, même s'il a une machine qui a 1 seul giga de RAM, de mémoire vive, et un processeur à partir d'un gigahertz en montant, cela est largement suffisant pour lui. Mais pour quelqu'un qui fait l'infographie, il est obligé d'avoir une machine. Voilà par exemple un ensemble de machines que j'ai prévu vous montrer. Permettez-moi, excusez-moi, c'est la machine qui dérange. Si vous avez une machine comme celle-ci, ça, vous allez me permettre un peu là, excusez-moi. Je vais vous remontrer ça un peu plus visiblement ordinateur. Donc voici par exemple une machine Dell, latitude E600, E6420,
14. Ce 14 veut dire simplement que c'est 14 pouces. Intel Core i7. Un Core i7 est une machine qui a 7 unités, 7 processeurs, on le dit vulgairement comme ça, 7 processeurs. Mais là, vous avez le microprocesseur 2,70 GHz. Donc, cette machine est capable d'exécuter 2,7 milliards d'opérations par seconde. 320 GHz, c'est le disque dur, 4 Go de RAM. Donc, pour quelqu'un qui veut faire de l'infographie dans sa machine, une machine comme celle-ci, il est possible pour lui de faire de l'infographie. Vous allez voir là la RAM 4 Go et un port HDMI. Et voici la marque de la machine Core i7 14 pouces. Donc, une machine comme ça, pour quelqu'un qui fait infographie, ça peut suffire. Même pour quelqu'un qui fait secrétariat bureautique, ça peut suffire. Regardons une autre machine. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, il s'agit d'une machine HP. Ici, nous avons 1,6 GHz de processeur, 500 Go de disque dur et 4 Go de RAM. La RAM, elle est bonne. Le processeur aussi, il est un peu bon. Mais je ne conseillerais pas à quelqu'un qui fait l'infographie d'utiliser une machine d'1,6 GHz. Ça, c'est un conseil que je ne peux pas le donner. Mais si déjà il utilise les logiciels tels que Adobe After Effects, la version peut-être CS4, ça peut suffire. Mais si déjà il utilise la version CC, la version CS6, je ne lui conseille pas d'utiliser ces versions-là dans une machine qui a 1,6 GHz de microprocesseur. Regardons encore une autre machine. Voilà une autre machine. Attendez un peu. Lenovo. C'est un Lenovo Intel Core i3. 2,0 GHz, c'est bon, ça peut marcher. 4 Go de RAM, 1 Teraoctet de disque dur. Donc le Teraoctet, c'est le multiple du gigaoctet. C'est le multiple. Donc 1 Tera, c'est tout simplement 1024 gigaoctets. Donc avec une machine comme ça, quelqu'un peut bien décider de faire l'infographie. Donc j'insiste au niveau de l'infographie parce que l'infographie est une branche de l'informatique qui gère beaucoup plus de données numériques et qui a besoin d'assez de mémoire, graphique. Donc il y a beaucoup de graphisme en infographie. Ça c'est le site de Jumia, c'est dans le site de Jumia que j'ai pris cela. Voilà donc une autre machine, 1,1 GHz, 500 Go disque dur, 4 Go de RAM. 1,1 GHz, c'est un processeur qui exécute disons même 1 milliard d'opérations par seconde. C'est pas vraiment très bien, mais déjà ça peut marcher aussi pour un débutant. Mais ce qui est bon ici, c'est la RAM 4 Go et 500 Go de disque dur. Mais déjà, ce que je vais vous dire, c'est que si vous vous lancez dans les domaines comme le réseau, toutes les machines que je vous ai présentées là peuvent vous aider à faire du réseau. Si vous vous lancez dans un domaine comme le secrétariat bureautique, toutes les machines aussi que je vous ai montrées peuvent vous aider à faire du secrétariat bureautique. Mais j'ai insisté sur le domaine de l'infographie parce que c'est un domaine qui nécessite beaucoup de mémoire graphique et beaucoup de mémoire. Parce que lorsque vous faites par exemple un rendu avec un logiciel comme Blender, je vais l'ouvrir, un logiciel comme Blender, c'est un logiciel qui prend assez de ressources, qui utilise assez de ressources. Parce qu'avec Blender, c'est de l'infographie 3D. Et si vous n'avez pas un accélérateur 3D, donc une carte graphique bien puissante dans votre machine, il est inutile de vous lancer dans le domaine de l'infographie avec une machine comme celle-là. Par exemple, voilà un logiciel 3D que j'ouvre tout simplement dans cette machine. Si déjà vous n'avez pas une bonne mémoire graphique qui gère bien les vues 3D, il est impossible pour vous de lancer un logiciel comme Blender. Cela est impossible. Maintenant, si Blender parvient déjà à se lancer dans votre machine, et qu'après vous voulez faire un rendu, ayant déjà fait tout un ensemble de choses, bon, faisons un peu un rendu d'image là en tapant F12, vous voyez comment le rendu est en train de partir. Le rendu juste d'une image, ça prend un peu de temps. Supposons donc que vous êtes en train de faire le rendu d'une vidéo, cela sera un peu, vous pouvez laisser votre machine là durant toute une nuit, et vous partez dormir et le matin vous venez voir si le rendu s'est bien passé.
Donc en plus de la mémoire graphique, quand vous faites infographie, vous avez besoin d'assez d'espace dans votre disque et assez de mémoire vive pour faire un bon rendu. Donc ça c'était juste un exemple aussi que je voulais vous montrer. Bon, si par exemple vous êtes architecte et que vous utilisez vous êtes habitué à utiliser des logiciels tels que AutoCAD, Archicad, là alors c'est autre chose. Vous devez d'abord non seulement disposer d'assez de mémoire graphique, vous devez encore disposer d'assez de mémoire vive. Donc au minimum, pour quelqu'un qui est architecte, au minimum vous devez avoir une machine de 4 gigaoctets de RAM au minimum. Donc ne vous lancez pas dans l'architecture avec les logiciels comme AutoCAD, Archicad et autres avec une machine qui a 2 gigas. Ça n'a pas de sens, ça ne va pas marcher. Il est c'est vrai, ça peut donner au début, mais vous aurez beaucoup de bugs sur votre machine et vous ne parviendrez vraiment pas à réussir à faire vos rendus comme vous le voulez. Vous pouvez même avoir des erreurs. Autre caractéristique, si vous utilisez un logiciel laptop, je vais dire un ordinateur portable, je ne voulais pas parler de logiciel. Si vous utilisez un ordinateur portable, il est mieux pour vous déjà aussi, en plus de ces caractéristiques là dont je vous ai parlé, de regarder aussi l'autonomie de votre batterie. Donc si vous avez une batterie qui ne dure que 30 minutes, cela est impossible. Si vous êtes dans une zone où il n'y a pas assez d'énergie, et si vous arrivez de voyager et d'aller quelque part où il n'y a pas assez d'énergie, il vous faut donc une machine qui peut mettre long, qui peut mettre assez de temps lorsque vous faites votre travail. Donc, je crois que dans ces caractéristiques que je vous ai montrées, vous pouvez déjà faire un choix, un bon choix de machine. Je vous remonte encore. Donc, si vous avez besoin d'une machine pour faire du secrétariat bureautique, minimum 1 GHz de processeur, 1 Go de RAM et le reste n'est pas très important. Donc 500 gigaoctets pour le disque dur, c'est juste l'espace dans lequel vous allez stocker vos informations. Et si vous voulez faire de l'architecture, vous êtes architecte, vous utilisez des logiciels comme Archicad, AutoCAD et autres, minimum 4 gigaoctets de RAM, 2 GHz de processeur et disque dur 500 Go, pourquoi pas 1 Tera, ça dépend de vos moyens et de tout ce que vous voulez, et de vos attentes et de tout ce que vous allez stocker dans votre machine. Bon, si vous êtes en train de faire, vous êtes débutant en informatique, vous n'avez pas encore fait un choix du domaine dans lequel vous allez travailler, je vous conseillerais déjà d'avoir une machine. Je vous conseillerais d'acheter une machine qui a toutes les caractéristiques selon les domaines dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il existe plusieurs autres domaines, mais parlant des caractéristiques de machines, d'ordinateurs, ce sont les domaines les plus indexés dont je vous ai parlé. Donc, si vous n'avez pas encore choisi un domaine, faites déjà un bon choix pour une bonne machine. Une machine qui a assez de mémoire, assez de fréquences de microprocesseurs, assez de mémoire vive, assez d'espace de stockage aussi, comme cette machine 1 Teraoctet. 500 Go c'est pas mauvais, 320 c'est pas mauvais pour un débutant, mais regardez la mémoire vive et le processeur. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo et nous nous disons à très bientôt pour les autres choses.